Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche, le dernier numéro de l'année 2021, a l'honneur de recevoir Maître Augustin Senghor. Il est le président de la Fédération sénégalaise de football, premier vice-président de la Confédération africaine de football CAF et bien sûr maire de Gorée. Bonjour Maître et bonjour Président. Bonjour Mamoudou Ibra. J'y ajoute donc que vous êtes avocat à la Cour, bien entendu. Jamais peut-être... Avant tout. Oui, et avant tout. Jamais peut-être la tenue d'une CAN n'a été aussi incertaine que celle qui va s'ouvrir enfin le 9 janvier 2022 au Cameroun. Déjà, la compétition reine du continent devait avoir lieu en 2021. Elle fut reportée pour cause de pandémie de Covid-19, mais pas seulement, puisque le Cameroun apparemment n'était pas tout à fait prêt. Il y a encore quelques jours, elle a failli être reportée, voire annulée à la dernière minute. On le sait, la CAF, dont vous êtes un des dirigeants, a subi une double pression, celle de l'Association des clubs européens et celle de la FIFA. Président de la Fédération sénégalaise de football et maire de Gorée, dans un contexte de démarrage imminent et simultané de la CAN et de la campagne électorale pour les locales du 23 janvier, vous êtes tout naturellement notre homme de la semaine, donc invité du JDD. Augustin Senghor, un report de la CAN a-t-il sérieusement été envisagé à un moment donné? Écoutez, sérieusement envisagé, je dirais non. Mais par contre, au sein de l'instance, on a pu constater certaines rumeurs qui se sont développées au point d'entrer dans le cœur même de notre comité exécutif, où certains membres étaient d'avis que, tenant compte non seulement de la nouvelle évolution de la pandémie de la Covid-19 avec le nouveau variant Omicron, mais aussi des difficultés que pourraient rencontrer certains joueurs qui sont dans les clubs européens, il valait mieux envisager ce report-là. Par la suite, le président a préféré s'en référer à l'ensemble du comité exécutif qu'il a réuni pour échanger, et il a eu la clairvoyance de donner la parole à l'ensemble des membres. Et ce qu'il faut retenir au sortir de cette première réunion-là, que nous avons tous été d'accord que cette CAN, en tout cas globalement, ne devait être reportée que s'il y avait des raisons dirimantes et que surtout, si toutes les conditions sont remplies, au moment où dans d'autres pays, dans d'autres confédérations, les gens jouaient au football, il n'y avait pas de raison que l'Afrique soit au banc du football en raison de cette pandémie, surtout qu'on sait que en règle générale, cette pandémie sévit moins en Afrique qu'ailleurs. Et c'est fort de cela que le président a estimé devoir aller avec une délégation dans laquelle j'étais pour rencontrer les autorités sportives, mais gouvernementales et bien entendu le chef de l'État camerounais pour échanger avec eux sur les garanties supplémentaires qui pouvaient être données pour la tenue de cette compétition. Et je pense que c'est ainsi que la décision a été prise de maintenir cette CAN, qui est importante pour notre confédération, mais surtout pour tout un continent, des millions d'amateurs et une jeunesse africaine qui a envie de vivre cette compétition pleinement. Justement, on est curieux de savoir quelle a été la position d'Augustin Senghor et donc du Sénégal sur cette question de report ou d'annulation, quand on sait que, vous venez de le dire d'ailleurs, le doute a habité certains d'entre vous. On parle des positions prêtées à l'Egja du Maroc, à Bounida d'Égypte et surtout Sita Sangaré du Burkina Faso qui ont fait polémique pour avoir défendu l'idée d'un report. Quelle a été votre position, vous? Écoutez, je pense qu'avant de parler de ma position, j'estime que nous étions dans le cadre d'une réunion d'un comité exécutif où la liberté de parole était donnée à tout un chacun, contre la garantie d'une certaine confidentialité des éventuelles déclarations. Et globalement aussi, je pense que pour l'essentiel, ceux qui prônaient la prudence évoquaient des motifs qui peuvent être considérés comme des motifs sérieux, mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient contre la tenue de la CAN ou contre sa tenue au Cameroun. Je veux être clair avec tout le monde là-dessus. Je pense que parce qu'à un moment, on a dit oui. C'était un exercice. Oui, un exercice. Il y a eu des voix qui ne voulaient plus que la compétition se tienne au Cameroun. Oui. La situation était assez grave quand même pour que chacun puisse s'exprimer. Oui. Et chacun l'a fait librement. Donc,
Après, à la fin, ce qui importe et ce qui a été confirmé par le président, dès avant la deuxième réunion que nous avons eue avant-hier, donc en visioconférence, c'est que la CAN allait se tenir. Donc, il faut savoir que cette CAN, déjà lors du comité exécutif du mois d'octobre, comme lors de l'Assemblée générale donc, du mois d'octobre en Égypte, avait été confirmée pour se tenir là-bas. Donc, quand on se réunissait, il n'était pas question de reporter. Il fallait juste analyser. Et je pense que c'était une mesure de précaution et même de rigueur pour une confédération de ne pas céder à l'émotion, de se réunir, d'en débattre et que l'instance suprême, qui est le comité, puisse se prononcer. Donc c'était plus ça qu'une réunion où on était censé décider ou non de la tenue. Je vais être clair là-dessus. En ce qui concerne ma position, oui, elle a toujours été claire, mais elle reposait sur une base qui était la plus objective possible. Je suis vice-président de la commission d'organisation de la CAN. À ce titre, au début du mois d'octobre, le président de la CAF m'avait envoyé en mission avec le secrétaire général. J'avais pu évaluer les efforts qui ont été consentis par l'État camerounais pour faire des avancées notables dans tous les domaines, que ce soit les infrastructures sportives, les hôtels, l'organisation. On avait rencontré l'ensemble des sommités médicales du Cameroun pour échanger avec elles sur la nécessité d'avoir une CAN vraiment safe, c'est-à-dire sécurisée sur le plan sanitaire, et on nous avait donné des garanties, même si le protocole n'était pas encore prêt. Donc autant de facteurs faisaient qu'on avait tout en main, surtout quand on y ajoute le fait que l'argument selon lequel la Covid pouvait constituer un danger pour cette CAN-là ne tenait pas, parce que partout dans le monde, les gens sont en train de jouer, et même dans des localités, des confédérations, des continents où la Covid sévit plus qu'en Afrique, et qu'au moment même où on se réunissait, nous étions au Qatar. Pourquoi? Pour du football, parce qu'il y avait la Coupe du Monde FIFA arabe qui se jouait. Donc autant de facteurs qui font que moi, en tout cas en tant que président de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi surtout en tant que membre du comité exécutif de la CAF et vice-président, ma position était claire et nette. Cette CAN pouvait se tenir, et jusqu'à présent, c'est ce qui a été la position majoritaire au sein de notre instance de décision. On a quand même noté, Président, l'ingérence de la FIFA. En tout cas, c'est comme cela qu'elle a été présentée, décriée d'ailleurs depuis l'élection de l'actuelle équipe dirigeante de la CAF. Vous ne craignez pas que cela se retourne contre vous vis-à-vis de l'opinion publique africaine? Sur la question de cette organisation de la CAN, je dois dire que personnellement, j'ai eu à côtoyer l'ensemble des décideurs de la FIFA au Qatar, à Doha exactement, pendant pratiquement une semaine. Il n'y a pas eu un seul parmi eux, du président jusqu'à la secrétaire générale adjoint et tous les autres, qui soient venus me dire il faut porter la CAN. Oui. Je vais être clair. Infantino n'a jamais fait pression sur vous? Non, je suis clair, net et précis. Jusqu'à hier, avant-hier, disons, avec la Super Coupe où on était au stade, il n'a jamais évoqué cela avec moi. Et dans l'information a circulé, elle n'a jamais été démentie. Dans nos réunions, oui. Mais qui doit la démentir? Si nous devions démentir CAF, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les médias, et qui généralement cherchent nos sources ou des rumeurs, on ne s'en sortirait pas. Nous sommes une instance de décision qui est capable de prendre une décision. Nous sommes en parfaite collaboration avec la FIFA sur beaucoup de domaines, mais sur ce point-là, je vais être clair. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais senti cette pression dont on a parlé autour de nous. Il est certes vrai qu'à l'interne, comme je l'ai dit, certains membres du comité exécutif ont évoqué la possibilité d'un report en disant qu'il nous faut être prudents. Mais en dehors de ça, officiellement, il n'y a aucune correspondance de la FIFA. Il n'y a eu aucune déclaration venant des autorités de la FIFA pour dire qu'il fallait reporter. Quid alors des clubs européens? Là aussi, je dois vous le dire, les clubs européens, donc l'association des clubs européens, n'a jamais adressé officiellement de lettre à la CAF. Cette association s'est adressée à la FIFA pour émettre vraiment des réserves et ses inquiétudes par rapport à la pandémie et donc à l'apparition du variant Omicron
qui faisait qu'ils avaient peur pour leurs joueurs, etc. Mais pendant ce temps-là, vous-même, la presse a relevé cette contradiction qui veut qu'en Angleterre, ils sont en train de jouer, alors qu'à chaque match, il y a 5-6 joueurs par club qui ont Omicron. Et que par le passé, depuis que le football a repris, le sport a repris dans le monde, on a vécu et on a pratiqué le sport avec la Covid. Vous avez ressenti ça comment? Comme une stigmatisation? Je pense qu'il y a une part de ça. Il faut se dire les vérités. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et voir le monde plus beau qu'il n'est. Il y a cette condescendance que nous subissons depuis toujours, que la CAF subit, que le sport africain subit. Que faites-vous? Mais c'est se battre et nous affirmer en respectant certes les autres, mais en nous faisant respecter. Il n'y a pas autre chose à faire. Et se respecter, c'est faire ce comme on a fait en tant qu'instance autonome, capable de prendre des décisions. Nous nous sommes réunis, nous avons évalué l'ensemble de la situation pour prendre la décision qui nous paraissait la meilleure dans l'intérêt du football africain. Parce que tout compte fait, ce qui nous importe, nous, en tant que Confédération africaine, c'est le devenir du football africain. Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et nous pensons que cette CAN peut être le nouveau départ qui va permettre vraiment au football africain de retrouver son lustre. Donc c'est cela qui, aujourd'hui, est notre posture, sans être forcément en guerre contre les clubs qui gèrent leurs intérêts sur le plan contractuel avec des joueurs. Et par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a donc des règles qui ont été établies par l'instance faîtière qui est la FIFA, qui sont applicables, qui veulent que les joueurs, lors des compétitions de confédération, soient libérés à une date précise. Et nous pensons que, quelles que soient les menaces, quelle que soit la situation, chacun veillera à faire respecter ces règles-là. Justement, la libération des joueurs africains à une date précise, il est fait état d'un forum, c'est comme ça que s'appellerait la structure, forum des ligues mondiales, qui aurait saisi et la FIFA et la CAF pour dire que les clubs européens ne pouvaient pas libérer les joueurs avant la date du 3 janvier. Vous êtes au courant de cela et quelle est votre position? Je ne connais pas ce forum, oui. Ça c'est le premier point. La deuxième chose aussi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'une correspondance de cette organisation adressée à la CAF. Peut-être que c'est ces dernières heures, mais jusqu'à hier, quand je quittais le Qatar, et jusqu'à ce matin, parce que nous travaillons toujours sur les préparatifs, j'ai parlé aux autorités de la CAF, dont le secrétaire général, mais il n'a pas été fait état de cette lettre du forum. Par contre, il a été proposé lors de notre réunion du comité exécutif que nous allions dans un sens de nous prononcer officiellement en tant qu'entité, en tant que comité exécutif, donc par rapport à la situation actuelle qui prévaut. Le premier acte, c'était de rassurer tout le monde pour dire que cette compétition se tiendrait. Maintenant, par rapport à la question particulière de la libération des joueurs, la CAF ne peut s'en tenir qu'à ce qui est prévu par la FIFA et qui est applicable à toutes les confédérations. Quand l'Euro doit être organisé, l'UEFA n'a pas de problème pour libérer les joueurs. La CONMEBOL qui organise la Copa América, des fois les joueurs sont obligés de faire des distances plus longues. Ils n'ont pas de problème pour libérer les joueurs. Pourquoi en serait-il autrement pour l'Afrique? Mais par contre, ces joueurs vont être disponibles quand? D'après la réglementation FIFA, la mise à disposition doit se faire donc au plus tard le 27 décembre. Lundi. Lundi, donc exactement. Mais aujourd'hui, il est clair, et c'est une posture que la FIFA encourage, la CAF encourage. Il est possible qu'entre des clubs et des associations, selon des situations particulières concernant des joueurs, que les gens puissent trouver des accords. Ça s'est toujours passé comme ça. Pour moi, il n'y a rien de nouveau dans les topics. Je vous donne un exemple simple. Il y a un Boxing Day, il y a des matchs qui sont importants, sous réserve que les deux parties puissent s'accorder. Pour un joueur, par exemple, les gens peuvent décider de le faire libérer un peu plus tard. Mais ça, c'est des arrangements qu'on peut faire sans violer les textes. Ça veut dire qu'en parfait accord entre l'association nationale, avec qui aujourd'hui le droit est, donc parce qu'aujourd'hui nous sommes en droit de réclamer ces joueurs à la date indiquée par la réglementation FIFA, mais nous pouvons y déroger si un club le souhaite et que ça emporte notre agrément. Donc c'est aussi simple que concrètement, Sadio Mané, Edouard Mendy, pour ne citer que ces deux exemples, puisqu'ils font partie de nos meilleurs joueurs, pour ne pas dire que c'est les deux meilleurs actuellement, seront disponibles quand on sait qu'il y a un camp d'entraînement qui est prévu au Rwanda.
Je vais être très, très, très précis. Ils ont été convoqués, comme tout le monde, à la même date. Les convocations sont parties à la même date. Mais je ne vous cacherai pas aussi que, depuis lors, nous discutons, surtout avec les joueurs, pour savoir quel est leur point de vue sur cette question. C'est important, parce que ce qui importe... Ils ont dit quoi? Ce qui importe pour Sadio nous... Mané a dit quoi? Mamadou, je pense que ce qui importe pour nous, c'est que ces joueurs-là viennent nous rejoindre dans les meilleures dispositions d'esprit et morales, parce que c'est important d'éviter qu'ils soient écartelés et tiraillés entre les clubs. Ils peuvent venir tôt et ne pas être bien parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont laissé leur club dans la difficulté. Et c'est pour ça que nous parlons avec eux et nous essayons de traiter au cas par cas. Nous impliquons aussi, parce qu'il y a l'entraîneur qui a aussi son mot à dire, le coach et son staff dans la discussion pour trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, au moins où nous parlons, les joueurs doivent rejoindre le lundi. D'accord, mais est-ce qu'ils ont exprimé le souhait de rester un peu plus de temps avec le club? Oui, ça aussi, je ne le cache pas. Oui. Vous le savez, le 2, il y a un match important. Très bien. Chelsea, Liverpool. Okay. Ça concerne donc 2 joueurs majeurs de notre équipe. Oui. Edouard Mendy, pour ne pas le citer, et donc Sadio Mané. Ouais. Donc le débat est posé. Ouais. Nous en discutons. Le moment venu, si une décision définitive est prise, la presse en sera informée. Mais à ce stade-là, ils sont censés rejoindre à la date indiquée dans la convocation. À partir du 3 janvier, certainement. C'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est à partir du 27 qu'ils seront là. Alors, camp d'entraînement au Rwanda, 48 heures où il faut être en observation. Est-ce que c'est ça qui va se passer une fois que l'équipe sera au Rwanda? Ils seront isolés? On sait que le Rwanda, c'est l'un des pays où les règles sont appliquées de manière draconienne en ce qui concerne la Covid. On sait que même pour la balle et les autres compétitions qui sont tenues là-bas, on mettait en quarantaine les équipes pendant presque 8 jours. Donc, cette fois-ci, ils ont décidé de ramener à 48 heures. Nous avions envoyé une mission avancée qui a eu à négocier avec les autorités et nous avons reçu un mail de leur part pour nous dire que pour ce qui concerne notre équipe nationale, il y aura une dérogation qui permettra, donc à certaines conditions, de pouvoir être libérés de cette quarantaine et de pouvoir commencer à s'entraîner dès que nous arrivons et surtout jouer le match amical que nous avons prévu de jouer contre l'équipe du Rwanda. Les journalistes et le public ne sont pas concernés pour répondre à la curiosité de Babacar Ndao Faye, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Le jury du dimanche, iRadio, ITV, iMedia.sn reçoit le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. On va parler de notre équipe nationale tout à l'heure, on va y revenir. Mais votre avis sur le passage à une CAN tous les 4 ans, encore une volonté prêtée à Infantino, c'est même pas prêté, c'est clair, qui veut pourtant passer à un mondial chaque 2 ans? Oui, je pense que c'est un débat qui est ouvert maintenant. Je pense que effectivement, quand la FIFA prend des initiatives, on a l'impression chaque fois que les gens les considèrent comme un dictat. Mais oui, la bonne question, à un monde à l'envers. La CAN qui va passer de 2 à 4 ans, le mondial de 4 ans à 2 ans. Oui. Je suis désolé. Oui. Nous les Africains, on devrait avoir des postures qui ne sont pas, excusez-moi le terme, des postures de suivisme de l'opinion ou des médias internationaux ou surtout occidentaux. Je le dis vraiment en toute liberté. D'accord. Vous savez, l'Afrique et le football africain ont vécu beaucoup d'injustice. Aucun Africain, on est en train de nous parler d'une CAN au Cameroun, on a traité notre comité de tous les noms, qu'on est là, on suit la FIFA. Mais personne dans notre continent, dans nos pays, et même dans nos médias, ne se plaint pas depuis des années du fait que depuis la nuit des temps, pour 54 fédérations, nous n'avons que 5 places en Coupe du Monde. Oui. Pendant que pour 10 fédérations, la Conmebol a 5 places comme nous. Absolument. L'UEFA pour 55, donc d'ailleurs, à l'époque, ils étaient 53. C'est plus tard qu'ils ont ajouté 2 membres de plus. Ils ont 13 places. Ce n'est pas une injustice. On ne doit pas corriger ça. Oui. Il a fallu que le président Infantino vienne. C'est vrai, comme là, ça se passe actuellement, il subit la pression de l'Europe et de d'autres continents qui sont avantagés. Oui. Pour aller à une CAN à 48, ne serait-ce qu'en partie, entre autres raisons, pour pouvoir corriger cette injustice. Pendant tout ce temps, la personne ne l'a fait. 48.
Et non une CAN à 48. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne la posture de l'Afrique. Oui. Nous ne sommes pas là pour suivre ce que la FIFA décide. Vous-même, vous l'avez dit, moi, je n'ai pas de preuves. Je vous ai dit que Infantino ne m'a pas parlé. Vous avez dit que c'est la FIFA qui a voulu nous imposer une CAN, le report de la CAN. Mais la CAF, le comité a su dire non et dire qu'on va maintenir. Très bien. Donc, n'est-ce pas? Oui. De la même manière, oui. en toute liberté, quand nous avons analysé les propositions de la FIFA, nous avons trouvé en tant que confédération qu'il était de l'intérêt de notre continent d'aller dans ce sens-là. Ne serait-ce que, pour être précis, quel sens? D'aller vers une Coupe du Monde à 2 ans. À 2 ans. Et une CAN tous les 4 ans? Une CAN à régler dans le cadre d'un réaménagement global du calendrier, une fois que le principe de la Coupe du Monde à 2 ans sera arrêté. Tous les 4 ans? Il faut qu'on fasse bouger les lignes. Soyons précis, tous les 4 ans? Non, ça peut être tous les 2 ans, à intervalles réguliers entre les Coupes du Monde. C'est une possibilité. Mais la question n'est pas tranchée aujourd'hui. On n'en est pas encore là. Vous savez, la FIFA a convoqué un premier sommet. Ouais. La majorité des intervenants, dont moi-même, avons dit que nous estimons que cette proposition méritait d'être étudiée. La semaine dernière, le 20 exactement, si je ne me trompe, il y a eu un nouveau sommet où la FIFA a fait d'autres propositions et les a accompagnées avec quand même un dossier qui est assez fourni, des études et tout. Les gens sont en train d'étudier. Mais sur le principe, l'Assemblée générale, et ce n'est pas le comité exécutif, c'est l'ensemble des 54 fédérations qui sont réunies au Caire le mois dernier pour dire qu'ils soutenaient le principe d'étudier la possibilité d'aller vers des Coupes du Monde et que ça ne concerne pas seulement la grande Coupe du Monde. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent que de la grande Coupe du Monde des hommes. Mais c'est aussi la Coupe du Monde, les Coupes du Monde de jeunes, les Coupes du Monde féminines. Mais, Mamadou, j'insiste encore là-dessus, sur les bons combats à mener par le continent africain. Pourquoi devons-nous considérer comme acquis pour les autres confédérations le fait que pour les Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans. Entre-temps, l'UEFA organise son Euro, organise la Ligue des Nations. Cette Ligue des Nations qui, pour moi, elle est anti-africaine parce que auparavant, on avait des plages de dates FIFA, de matchs amicaux où nous pouvions nous confronter à des équipes européennes. Mais pour nous fermer toute possibilité, ils ont préféré prendre ces dates-là pour organiser une autre ligue entre eux-mêmes. Pour jouer entre eux. Pour jouer entre eux. Oui. Et aujourd'hui, on interdit à la CAF d'organiser une CAN. Oui. Et derrière aussi, on nous dit non, vos joueurs qui sont d'origine africaine n'ont pas la même légitimité que les Mbappé, que les Messi, que les Neymar pour venir jouer pour leur pays. Et tout ça, on l'accepte. Mais le problème, c'est qu'on n'entend pas nos joueurs non plus se plaindre. Pourquoi ils ne se prononcent pas? Si, il y en a qui en ont parlé. Bon, les plus en vue, on ne les a pas entendus. Hein. Aujourd'hui, quand on parle de notre football, c'est Sadio Mané, c'est Salah. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne s'expriment pas? Mais avant cela, il y a des médias africains, il y a quand même une opinion publique africaine qui doit se prononcer clairement par rapport à ces gens. L'opinion c'est prononcée. Ce sont nos joueurs qu'on n'entend pas. Nous sommes dans une logique de marché qui est très, vous le savez, Mamadou, très difficile pour nos joueurs. Ils ne sont pas souvent outillés pour pouvoir y faire face. Les pressions ils doivent l'être. Pourquoi ils ne le seraient pas? Oui. C'est nous qui devons les aider à l'être d'abord. Si nous-mêmes, qui avons quelque part procréé ces joueurs-là au point qu'ils soient aussi reconnus au plan international, Mamadou, ne prenons pas le combat nous-mêmes pour le porter. On ne peut pas demander à ces jeunes joueurs, pour la plupart, qui ont du talent, mais qui, certes, n'ont pas cette capacité à pouvoir argumenter, à défendre, à connaître les textes pour pouvoir se défendre. Mamadou, moi aujourd'hui, ma posture en tant que président de fédération, en tant que membre de la CAF, elle est claire. Nous devons remettre en cause un certain nombre de choses, sans aller en confrontation avec qui que ce soit, ni avec la FIFA, ni avec l'UEFA. Mais nous devons faire bouger les lignes pour que nous puissions nous repositionner. Parce que ce qui est clair, le fait qu'aujourd'hui, on en arrive en 2021 à ce que le débat de la libération des joueurs africains se pose avec autant d'acuité, c'est parce qu'on a fait du chemin qu'aujourd'hui, nos joueurs, quelle que soit leur nationalité, sont les meilleurs parmi les meilleurs dans les plus grands clubs européens. Avant, le problème ne se posait pas. Parce que même quand on était à Liverpool, on était sur le banc de touche, donc ça ne gênait personne. Maintenant, ils sont devenus décisifs. Et ça doit être à l'avantage du football africain, non pas à notre désavantage. Ils doivent donc élever la voix. Pas que.
Très Pas bien. que. Bon. Ne leur jetons Alors, pas la balle. on va- Prenons tous cette responsabilité Ok. ensemble de nous battre pour le continent. Ok, on va évoluer un peu plus, mais vous parliez de la représentation de l'Afrique à la Coupe du Monde, même de sous-représentation. Vous misez sur quoi aujourd'hui? Combien d'équipes africaines à la Coupe du Monde? Je vais vous répondre de manière assez imagée. Chaque fois que je regarde les éliminatoires des équipes européennes et que je vois les groupes, je me dis que si les équipes africaines y participaient, on a au moins une quinzaine de pays qui se seraient facilement qualifiés, soit parmi les deux premiers, soit pour les barrages. C'est clair dans ma tête parce que je vois le niveau entre les meilleurs en Europe et les autres. Aujourd'hui, je pense qu'avec 54 nations, avec un football africain qui progresse, qui certes doit se structurer davantage, doit s'autonomiser, doit faire en sorte que ces joueurs restent le plus longtemps, doit créer les conditions d'une attractivité de ces compétitions, nous devons aller jusqu'à aujourd'hui, si l'Europe a 13, voire à bientôt une vingtaine avec la Coupe du Monde à 48, nous devons aspirer à avoir au moins 12 pays qui jouent, qui se qualifient directement à une Coupe du Monde. C'est votre projet aujourd'hui? En tout cas, c'est le combat d'augmenter notre représentation à ces compétitions mondiales. Au moins à 12. Ouais. Augustin Senghor, invité du jury du dimanche. On est à jour J-14 du coup d'envoi de la CAN prévu le 9 janvier à Yaoundé, au Cameroun. Cette polémique a fait qu'on a finalement très peu parlé de l'essentiel, le terrain. Manko Wouti Ndamli, être ensemble pour aller chercher la coupe. Aviez-vous déclaré lors de votre élection, est-ce que vous confirmez cet objectif et que c'est l'objectif que vous avez fixé au coach Aliou Cissé? Je confirme cet objectif, je confirme cette ambition. Je pense qu'aujourd'hui, après plusieurs campagnes et vu la progression constante de notre équipe nationale et sa stabilité, nous devons pouvoir prétendre, et ayant joué d'ailleurs la dernière finale de la CAN, nous devons avoir l'ambition de retourner en finale et de remporter le trophée. Et donc, c'est un objectif qui est clair dans notre tête. Vous l'avez dit clairement au coach aussi? On l'a dit, on en a parlé. Lui-même, il a cette ambition de gagner cette Coupe d'Afrique. Aliou Cissé, aujourd'hui, depuis quelques années, il a travaillé à faire progresser cette équipe-là. La finalité, quand on arrive en finale l'édition précédente, c'est d'aller plus loin. Et plus loin, quand on a été finaliste, c'est de gagner un trophée. Je pense que dans sa tête, qu'on le lui dise ou qu'on ne le dise pas, il sait que c'est son objectif. Et nous aussi, c'est notre objectif. Et c'est surtout l'objectif de tous les Sénégalais. Parce que simplement, nous voulons mettre fin, nous tous, à cet anachronisme qui veut qu'on ait un football brillant. On est premier en Afrique dans le classement FIFA depuis 3 ans. Et malheureusement, nous n'avons pas encore gagné de trophée. Et donc, aujourd'hui, nous voulons, nous tous, vraiment combler ce vide qui est une réalité. Tout comme je pense que nous voulons aussi régulièrement être présents parmi les nations africaines qui vont représenter notre continent en Coupe du Monde. Objectif, la coupe fixée à Aliou Cissé. On n'ose pas imaginer le scénario catastrophe, mais il y a beaucoup de nos compatriotes qui vous ont posé la question et qui vous ont dit, mais et si Aliou Cissé n'atteignait pas cet objectif? Et s'il atteignait cet objectif? C'est-à-dire, je pense que à la base, quand nous allons dans des campagnes, très souvent au Sénégal, on prépare plus la débâcle, comme vous dites, la catastrophe, que la victoire. Et dans cette disposition d'esprit, il sera difficile à quiconque de gagner dans une telle ambiance. Restons positifs, restons dans une dynamique d'aller chercher cette victoire-là. Nous nous sentons capables, nous avons une bonne génération, elle a fait ses preuves. Nous avons une fédération et des autorités qui sont aux côtés de l'équipe, une fédération dans son organisation qui a gagné une certaine maturité, un entraîneur qui est du cru, qui est sénégalais, que nous avons gardé aussi longtemps parce que nous avons pensé que c'est en acquérant de l'expérience qu'il pourra nous valoir des satisfactions. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse obtenir ce trophée-là. La meilleure garantie, c'est peut-être de lui renouveler son contrat, non? Pour mettre fin à... Ça a été fait. C'est fait, ça a été fait. Clair. Il est renouvelé jusqu'à quand? Il a renouvelé il y a quelques mois pour 2 ans. Donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, il a 2 ans encore avec l'équipe nationale. Je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, Mahmoudou. Moi, je veux rester
positif sur nos ambitions, travailler à obtenir avec le coach ces résultats-là. On ne peut pas mettre en avant un entraîneur et derrière lui mettre l'épée de Damoclès. C'est la meilleure manière de lui mettre la pression, lui et l'équipe, en se disant déjà qu'on est en train de creuser la tombe dans laquelle on va l'enterrer. Allons dans cette compétition, parlons de ce qui peut nous faire gagner. Et l'équipe fédérale aussi. Hein? L'équipe fédérale aussi. Oui, mais c'est tout le monde. Oui, tout le monde. d'accord. Quand vous entendez les Sénégalais vous dire « Président, nous voulons la coupe », si nous ne l'avons pas, est-ce que vous envisagez de partir? Bon, écoutez, je pense que Mamadou, à ce niveau-là, il nous faut comprendre que nous faisons du football. Aujourd'hui, nous sommes quand même 54 nations. Si nous devons citer les pays qui ont gagné le trophée, on n'en citera pas 10, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un hasard, posons-nous les bonnes questions. Notre équipe fédérale, Aliou Cissé, les joueurs de cette génération n'ont pas été toujours là. Si nous n'avons pas gagné depuis 1960, on doit se poser les bonnes questions. Et parmi les bonnes questions, pourquoi, très souvent, je me désole de le dire, quand je suis face à un journaliste, on ne finit jamais sans qu'on me pose des questions de ce genre. Oui, mais si vous ne gagnez pas, pourquoi voulez-vous que je vous réponde? C'est parce que les amateurs vous posent la question. Les Sénégalais qui suivent le foot, qui l'aiment, qui veulent que l'équipe gagne, vous posent la question. Chaque jour, je les côtoie dans la rue, je leur parle et à chacun, je donne la réponse qui me paraît la plus convenable. Oui. On a l'ambition de gagner le trophée. Oui. Maintenant, si on veut me faire rajeunir de quelques années, que je porte le maillot numéro 9 et que je sois à l'attaque, s'ils me demandent si on peut marquer le but qui va nous faire gagner, je leur disais, donnez-moi le maillot, je rentre dans le terrain et je le marque. Mais par contre, pour ce qui est d'organiser toutes les conditions imaginables pour pouvoir accéder aux résultats, ça oui, la fédération s'y engage à fond. Oui. Totalement, et nous l'avons toujours fait. Et c'est pour ça que nous avons fait ces progrès qui font qu'aujourd'hui nous sommes sur un plateau qui nous fait espérer de pouvoir gagner un trophée. Mais de grâce, Mamadou, si nous voulons avancer dans cette émission, si nous voulons vraiment avancer dans ces compétitions vers lesquelles nous allons, restons positifs. Essayons de voir quel apport nous pouvons tous amener pour gagner. Je pense que c'est ça le plus important. Après, les comptes, on les fera après. Très bien. Si quelqu'un doit partir, que ce soit les entraîneurs, que ce soit la fédération ou je ne sais pas qui d'autre, ça, l'opinion avisera. Ou bien chacun, dans sa conscience, prendra la décision qu'il semblera la plus logique et la plus dans l'intérêt de notre pays. Et ça fait partie de la vie aussi du football, hein, des arrivées et des départs. Ouais, une note positive, puisque vous parlez de note positive, le prix Goncourt Mbougar Sarr qui dit « Je préférerais une CAN pour les Lions à un prix Goncourt ». Je commencerai d'abord par le féliciter, hein, parce que je pense que ce n'est pas courant de voir un prix aussi important être décerné à un écrivain sénégalais. Je pense que c'est le premier. Et surtout à son âge, donc ça montre qu'il est très brillant. Il nous démontre autre chose aussi. Le footballeur, le Sénégalais, qu'il soit écrivain, qu'il soit journaliste comme Mahmoudou Ibra, ou qu'il soit avocat comme Augustin Senghor, il est footballeur dans l'âme. Il a cette passion. Et surtout, il y a cette envie forte de toute une nation d'enfin avoir le résultat qui est en conformité avec non seulement les talents que nous avons, mais aussi le travail et les investissements qui ont été faits un peu partout pour y arriver. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce message fort. Et c'est ça aussi, nous, à l'analyse, qui nous a poussé à dire que, et d'ailleurs, c'est pour ça que les aspects négatifs qu'on développe, moi, ce slogan que nous avons utilisé, Manko Boutine Damli, c'est qu'on se mette ensemble pour aller chercher quelque chose. Justement, j'allais vous relancer là-dessus. C'est important aujourd'hui que tous les Sénégalais soient derrière cette équipe, soit derrière notre entraîneur, soit derrière la fédération, soit derrière l'État du Sénégal, pour pousser l'équipe à la victoire. Comme dans d'autres pays, les gens savent si bien le faire. Je prendrai l'exemple du pays où on va. Ce n'est pas un pays où on navigue en fleuve tranquille en temps normal. Il y a beaucoup de dissensions, il y a beaucoup de problèmes. Mais ils savent être un et indivisibles quand il faut aller chercher les trophées. Et ça, c'est une grande différence avec notre pays.
Mobilisation générale donc pour aller chercher la coupe, mais certains anciens lions, notamment ceux de la génération 2002 que vous entendez d'ailleurs souvent, reprochent et aux coachs surtout, mais à l'équipe fédérale aussi parfois, qu'on leur ferme les portes de l'équipe et qu'on ne prend pas en compte leurs remarques, leurs critiques, leurs suggestions. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de cette volonté de Manko Wouti Ndamli justement? Ça peut être une perception. Mais jamais dans l'histoire du football, on a eu autant d'anciens internationaux, autant d'anciens lions qui sont soit dans l'encadrement technique de nos équipes nationales. Je ne parle pas seulement de l'équipe A. Rien que dans l'équipe A, je peux vous en compter 3 ou 4 dans les instances de la CAF également, dans les équipes de petite catégorie, dans les équipes féminines. Et aujourd'hui même, dans le conseil, dans le comité exécutif de la fédération. Regardez bien Mamadou. Après, il peut y avoir une perception qu'une personne ne se retrouve pas. La première chose qu'il faut savoir aussi, il faut qu'on soit quand même assez clair dans ce pays-là. Il n'y a rien qui se donne. Les choses se prennent. Et pour les prendre, il faut les mériter. Par exemple, quand quelqu'un me dit « je suis ancien international, j'ai le droit d'être à tel poste qui requiert des qualifications autres que le fait d'avoir été ancien international. Je suis désolé, je vous dis, monsieur, vous ne pouvez pas être entraîneur de mon équipe nationale parce que vous n'avez pas de diplôme. Et ton fils est allé chercher la FECA Foot au Cameroun. Vous m'en donnez l'exemple type de ce que je dis, vous confirmez ce que je dis. Vous venez chercher mon poste aussi? Oui, mais mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si des gens qui sont du monde du football peuvent prétendre à diriger une fédération, encore plus un ancien international qui quand même a porté le maillot de l'équipe nationale, qui a porté haut les couleurs du pays. Mais encore faudrait-il, encore une fois, qu'il en ait les capacités. Parce que c'est important aussi de savoir que une carrière de football, c'est une carrière de football, mais une carrière d'administratif et des compétences administratives, ça ne s'acquiert pas. Ce n'est pas inné. Ça s'acquiert. Donc aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Il y aura certes d'autres étaux, mais ils devront au préalable remplir les critères nécessaires pour pouvoir diriger une fédération. Comme quand on veut être entraîneur, il faut également... J'ai bien apprécié El Hadj Diouf après l'élection de Eto'o. Il a dit « Ah non, moi je veux être président dans 4 ans ou dans 8 ans. Et c'est pour ça que je suis maintenant aux côtés de l'équipe fédérale pour apprendre. » Dans 4 ans, ce serait la fin de votre mandat. Oui, vous pensez à quelqu'un comme El Hadj Diouf pour prendre le relais? Je pense à tous les Sénégalais. Vous savez, aujourd'hui, je suis là depuis, pour certains, bien trop longtemps. Oui. Mais au moment où j'étais président, je ne m'imaginais même pas, peut-être 1 an avant, être président de fédération. Les destins, ils sont tracés. Très bien. L'essentiel, c'est que dans le casting, on ait ce qu'il faut, on ait les meilleurs profils pour pouvoir diriger une fédération. Parce qu'aujourd'hui, une fédération, c'est une lourde machine qui demande aussi une certaine compétence, une certaine maîtrise, une certaine capacité aussi à fédérer les compétences autour de soi pour pouvoir réaliser les objectifs qui nous sont fixés, qui sont non seulement des objectifs de gestion du football, mais organisationnels, comme toutes les grandes structures de gestion au niveau mondial. Vous vous êtes opposé récemment à Madi Touré, qui voulait également la présidence de la fédération. Il est impliqué aujourd'hui, surtout en direction de la CAN? Nous ne sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés. Oui, c'était votre chaque mot a son sens. C'était votre adversaire, oui. Voilà, il était candidat, je dirais candidat en face de moi pour des élections qui se sont déroulées. Oui, il est impliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il est impliqué. Je ne peux pas dire qu'il est impliqué. Hein? Il n'allait pas. Qu'est-ce que vous appelez impliqué? Est-ce que vous l'impliquez aujourd'hui dans la gestion et surtout en direction de la CAN, puisque vous parlez de Manko Wouti Ndamli? Non, mais tout le monde est invité dans cette démarche-là, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce que vous appelez l'invité? C'est une structure qui fonctionne, qui a ses organes, qu'on a ouverts, on a coopté d'autres membres. À ce que je sache, Madi est un éminent dirigeant du football. Il a sa place dans notre organisation, il peut apporter. Et nous n'hésiterons pas à le solliciter s'il est dans des dispositions pour répondre. Mais je pense aujourd'hui aussi que cet élan que nous voulons lancer aussi doit être quelque chose qui relève aussi d'une partie de volontarisme. Il faut que les gens s'affirment et montrent qu'ils ont envie d'être dans l'équipe pour porter ce projet ensemble. C'est aussi simple que cela. Alors, le budget, on ne peut pas ne pas en parler. Vous l'estimez à combien? Combien va nous coûter cette campagne camerounaise?
À ce niveau-là, il y a une commission donc, paritaire ministère-fédération qui a travaillé, d'ailleurs qui travaille depuis plusieurs mois sur cela, et le budget a été confectionné. Le ministre en a parlé d'ailleurs à l'Assemblée nationale, c'est un peu plus de 5 milliards. Si nous arrivons en finale et que nous gagnons le trophée, et il faut savoir que une grande partie est représentée par les primes des joueurs au fur et à mesure de la compétition jusqu'à la victoire finale. C'est ça qui fait que le chiffre est arrivé à ce montant. L'autre aspect important à retenir, de par mes relations au sein de la Confédération africaine, mais aussi avec mes collègues présidents de fédération, je peux vous dire que nous avons l'un des budgets les plus, je dirais même faibles par rapport aux grandes nations qui vont essayer de compétir et de gagner dans cette CAN-là. Donc, parce que très souvent, quand on parle du budget de la CAN pour le Sénégal, les gens pensent qu'on dépense énormément, mais je peux vous citer au moins 5 ou 6 qui ont des budgets peut-être 3 fois ou 4 fois plus importants que le nôtre. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, est l'invité de cette émission, le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. C'est le dernier numéro de l'année 2021. 2021-2022, en janvier, il y a la CAN, bien sûr, mais il y a les élections locales. Vous êtes maire de Gorée. Comment comptez-vous cumuler les deux? Être en campagne pour être réélu à la tête de Gorée, mais aussi être présent au Cameroun pour aller chercher la coupe avec les Lions? Pour la mairie, c'est simple. Donc, j'estime que ma campagne, elle a commencé depuis plusieurs années, n'est-ce pas? C'est une promenade de santé? Non, je n'ai pas dit ça, Mamadou. Je n'ai pas dit ça. Ce serait ne pas respecter les joutes électorales, ne pas respecter les Goréens et surtout ne pas respecter la liste candidate qui est en face de nous. Je ne dirais jamais ça. Je dis simplement que je sais que les Goréens me jugeront à mon bilan global dans le cheminement qui est le nôtre depuis plusieurs années. C'est ce que je veux dire. Et ce bilan, et quand je dis que j'ai fait campagne... vous permet d'être élu? Je pense, oui. Je pense que nous sommes confiants que les Goréens vont nous renouveler parce que notre liste, qui est une liste quand même qui recèle en son sein toutes les compétences, les forces vives de l'île, comme toujours, a une bonne marge d'avance et qu'elle pourra gagner, je le pense. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit, nous avons travaillé pendant des années, nous avons cette relation de proximité qui fait que aujourd'hui, nous menons campagne. Une fois que la CAN aura débuté ou avant, nous rejoindrons l'équipe au Cameroun. Nous y serons. Quand nous aurons la possibilité de venir, nous viendrons pour les élections, votre campagne et les élections. Et nous, bien entendu, comme nous parlons de finale et de coupe, pour nous, on pensera le premier tour. Une fois que l'élection sera passée, nous continuerons pour nous servir notre pays. Parce qu'aujourd'hui, les Goréens le savent, quelque part, c'est un de leurs ambassadeurs qui se bat au niveau national pour apporter au Sénégal ce que nous recherchons depuis toujours. Et donc, ils comprendront certainement que pendant cette campagne, au moins pour une partie, que je ne sois pas là. Et je ne m'inquiète pas. Si je devais perdre les élections parce que je ne suis pas venu par campagne, je parlerai comme Bougar, et que j'aille ramener la coupe, il me sera donné de ne pas gagner ces élections-là à Gorée. Vous préférez la coupe à la mairie de Gorée? Oui, parce que je sais que si je gagne la coupe, plus que tous les Sénégalais, les Goréens seront les plus heureux que un de leurs fils leur ait apporté pour le Sénégal depuis toujours. Donc le premier trophée de notre pays. Bon, c'est très gentil de s'exprimer comme ça. On va également parler des dispositions qui sont prises au cours de cette CAN. Il y a le public, il y a le maire de Gorée et le président de la fédération que vous êtes, mais il y a les supporters. En période de Covid, quelles sont les dispositions qui sont prises pour leur permettre de se déplacer, d'aller par exemple soutenir l'équipe? Vous savez, c'est un point pour moi crucial que vous évoquez parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en période de Covid, on sait qu'il y a une poussée actuellement avec une sorte de quatrième vague, même ici chez nous, certainement au Cameroun. Il nous faudra veiller aussi bien pour des raisons de quiétude de l'équipe que des raisons de santé à ce que tout soit géré de manière optimale au plan sanitaire.
Nous sommes en train de travailler à côté du protocole sanitaire mis en place par la CAF et le Cameroun et qui va concerner l'ensemble des 24 équipes. Au niveau de notre fédération, la commission médicale et le médecin de l'équipe nationale sont en train de travailler sur notre protocole sanitaire. Je peux dire tout de suite, notamment sous la première phase de la compétition, que des mesures draconiennes seront prises en ce qui concerne l'accès à l'équipe. Nous devons protéger nos joueurs pour qu'ils puissent rester indemnes et jouer jusqu'à la finale et la gagner si Dieu le veut. Mais de notre côté aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit concernant la situation sanitaire, aussi bien l'Afrique que chaque pays, donc y compris le Sénégal, nous devons veiller à ne pas prendre à la légère cette situation-là. Donc nous serons très regardants. Et pour nous autres, au niveau de la fédération, nous pensons que même s'il devait y avoir un grand nombre de Sénégalais qui devaient venir, nous les attendrions plutôt pour la deuxième phase. Mais pour la première phase, il y aura des problèmes d'hébergement, certes, pour les visiteurs. Il y aura aussi la nécessité de protéger l'équipe. Elle sera dans une bulle dans son hôtel, il faut qu'on soit clair. Et ceux qui n'ont pas à y accéder n'y accéderont pas. Bien entendu, nous aménagerons les espaces nécessaires pour que la presse puisse faire son travail. Le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, a eu cette belle formule en disant l'équipe nationale ne doit être ni un marché, ni un bunker. Exactement. Et vous savez, Abdoulaye, donc le président de l'ANPS, on est toujours en contact, on discute de tout. Et je pense qu'il y a une relation privilégiée qui s'est instaurée, qui nous permettra de faire en sorte que la presse soit aux premières loges pour remplir sa mission, tout en comprenant aussi qu'il n'y aura pas une disponibilité totale à tout moment des joueurs et de l'équipe, parce que d'abord, il nous faut des résultats, puisque vous-même, vous nous mettez la pression. Deux, il nous faudra préserver les joueurs de tout risque Vous savez, je reviens du Qatar. Malgré les mesures tellement harassantes que le Qatar a mises en place, arrivé sur place pour la Coupe arabe et pour donc la Super Coupe, malgré tout, il y a des gens qui ont eu la Covid sur place. Donc ça veut dire qu'il nous faudra être très regardants. Après, puisque nous voulons gagner la CAN, à un moment ou un autre, il faudra lancer la mobilisation. Nous travaillons aussi avec un partenaire, compagnie aérienne, pour pouvoir faire des charters à partir de 8e ou autre, pour que les gens puissent venir voir les matchs. Pour les autres matchs de groupe aussi, les Sénégalais qui le voudront pourront, avec, je ne sais pas si je peux le citer, Air Sénégal, avoir des vols directs sur Douala qui leur permettront de joindre Bafoussam, regarder les matchs et pourquoi pas le lendemain revenir s'ils en ont envie. En tout cas, nous poussons les gens à être très regardants pour que quand même les protocoles Covid soient respectés. Ce sera notre cheval de bataille, mais bien entendu, nous voulons que les gens se mobilisent derrière nos lions. Parlant de partenaires, parlons de l'équipementier. Oui, nous sommes avec Puma, tout se passe bien. Je peux même vous dire que des deux côtés, nous sommes assez satisfaits et que nous sommes même en train de discuter avant l'heure, parce que le contrat finit à la fin de l'année prochaine, le renouvellement du contrat. Et donc, ça montre qu'il y a une relation de confiance. Le contrat sera renouvelé. Certainement. Sur le principe, les deux parties en ont convenu. Nous sommes dans les modalités parce que nous voulons aussi que ça soit revalorisé. C'est quoi le deal, justement? Non, on ne peut pas rentrer dans ces détails à ce stade. On en est à combien aujourd'hui? Qu'est-ce que cela vous rapporte? En fait, la difficulté, les gens ne le savent pas. La difficulté avec les contrats de partenariat, il y a toujours une clause de confidentialité qui fait qu'on ne peut pas donner les chiffres. Aujourd'hui, en le faisant, on violerait l'accord avec le partenaire. Des millions, des milliards? Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, Puma est quand même le partenaire qui nous donne le plus de moyens. En argent et en matériel, effectivement, on n'est pas loin on est même dans le milliard. Dans le milliard. Mais avec une partie dotation en équipement, et une autre partie en dotation financière annuelle et une autre en prime d'objectifs. Et vous vous êtes préparé à cette campagne parce qu'on sait que les équipements, les maillots et tout est au point. Tout est au point, tout roule bien. Même vraiment. Pour le public, ce sera facile. Nous avons sollicité de Puma, nous avons des disponibilités en stock à la fédération pour les maillots de l'ancienne génération. Mais pour les nouveaux maillots, nous en avons commandé un certain nombre. Malheureusement, qui risquent d'arriver très court. Vous savez, en Europe, les gens ils prennent des vacances de la veille de Noël jusqu'au 2. Donc c'est seulement, nous avons peur que les maillots arrivent
au moment où la compétition aura débuté. Mais dès que ça arrive, nous les mettrons en vente avec des partenaires. Nous sommes en train même de discuter avec certaines sociétés qui sont en place ici dans la distribution pour ouvrir des boutiques dans ces emplacements-là. Dimension infrastructure sportive, dans cette émission, nous en parlons, Augustin Senghor. Le stade du Sénégal est presque dans la dernière phase. Où en est-on avec le projet du stade fédéral qui devrait être érigé sur le site du stade Demba Diop? Pour ce projet, justement, j'ai eu une réunion pendant qu'on était à Doha avec les responsables du bureau du développement. Je pense que ça avance vite. Il faut savoir que la FIFA a des procédure très très draconienne parce que c'est elle qui finance en grande partie la première phase du projet. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à un certain stade, on peut difficilement lancer. Nous sommes à un stade où il faut faire le choix de l'entrepreneur qui va exécuter les travaux. Parce qu'eux, ils en ont besoin pour valider au sein de la commission de développement donc le budget qui sera mis en place sur nos fonds disponibles dans le cadre du Forward 1.0 comme du Forward 2.0. Et lors d'une réunion à Doha, nous avons arrêté toutes les modalités et nous savons exactement où nous allons puiser pour pouvoir mobiliser les fonds. Étant entendu que ce qui a été retenu au final par la fédération et accepté par la FIFA, c'est que ce sera une rénovation à tiroir. C'est-à-dire, nous allons travailler à construire, à rénover la tribune couverte et la pelouse. Une fois que ce sera fait, parce qu'il y a une demande pressante de tous les Dakarois, de tous les sportifs pour que Demba Diop soit réouvert, nous allons ouvrir cette tribune principale qui sera d'environ 6 à 8 000 places et le terrain. Et nous allons isoler les autres parties, c'est-à-dire les virages et les découvertes pour commencer la deuxième phase. Mais en attendant, comme ça s'est fait dans certains pays lors de par exemple de l'Euro en France, le stade de Marseille, je pense aussi le stade de Lyon ou de Rennes, je ne sais plus, ils ont continué les travaux pendant que le stade était en train d'être utilisé. Et ça, c'est ce qui a été retenu pour que le plus rapidement possible, le stade puisse être retourné aux Dakarois et aux Sénégalais. Deadline précis? Nous espérons pouvoir avoir une validation par la FIFA, parce que sans cette validation, les fonds ne seront pas disponibles, soit à la session de février, en tout cas c'est notre vœu, c'est ça le plus important. Une fois que c'est fait, et que la validation est faite, on signe les accords et les fonds sont disponibles et donc on peut démarrer les travaux au plus tard, je pense au mois d'avril. L'inauguration du stade du Sénégal à Diamniadio est prévue au mois de février 2022. Objectivement, parce qu'on sait aussi les infrastructures sportives, ça sert à ça. Quand est-ce que le Sénégal sera en mesure d'organiser la CAN? Je pense que le chef de l'État, le président Macky Sall, a toujours eu beaucoup d'ambition pour le football et pour le sport en général. Et il a cette ambition de faire venir, en fait, de faire en sorte que nous organisions encore une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, autant pour moi. Le Sénégal, pourquoi pas une Coupe du Monde? Pourquoi pas? Mais passons par une CAN d'abord. Si on l'a réussi, on pourra prétendre à réclamer la Coupe du Monde. Et je pense qu'il travaille à ça. Le stade du Sénégal sera une fois livré l'un des stades les plus beaux d'Afrique ou même du monde, parce que je pense qu'on l'a vu, ce que ça va devenir après, ça va être extraordinaire. Le ministre a parlé de la rénovation du stade de Léopold Senghor. D'autres stades seront construits à l'intérieur du pays. Je pense qu'aujourd'hui, si on part du principe que 2023 est la Côte d'Ivoire, 2025 la Guinée, on va nous pouvons viser donc 2027 ou 2029. Étant entendu aussi. Vous n'êtes pas précis. Vous n'êtes pas précis. Non mais 2029. Non mais c'est-à-dire on peut postuler. Non mais la plus proche. Je pense que c'est 2027. Mais après il ne faut pas se fixer juste un objectif, parce que si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se projeter sur une ou deux CAN. Il y a même une autre possibilité, une autre alternative. S'il y a un désistement et que nous, on est prêts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moins de se projeter sur une candidature que de faire en sorte de remplir toutes les conditions d'une candidature. Et s'il y a une opportunité à saisir parce qu'un pays se sera désisté, parce que vous savez, en réalité, vous avez parlé au début de l'émission de la situation du Cameroun qui n'a pas pu arriver à finir ses infrastructures. La raison est simple. Elle était attributaire d'une CAN à 16. Ça a été changé à 24. Peu sont les pays aujourd'hui qui sont en mesure d'accueillir une CAN à 24. Après, si on est attributaire de l'organisation, il faut construire ces infrastructures. Construire 6 à 8 stades. Maintenant, un stade, ça coûte entre 100 et
180 ou 200 milliards. Si on veut construire 6 stades en 2 ans, c'est la croix et la bannière. Donc c'est pour ça que moi j'apprécie aujourd'hui cette capacité d'anticipation de l'État et du chef de l'État, Macky Sall, qui commence à réaliser des infrastructures pour se dire qu'on se prépare à toute éventualité et après on pourra postuler. On termine par une déclaration qui n'a rien à voir avec le football, puisque nous sommes au lendemain de Noël, fête de fin d'année. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, chez nos confrères du Soleil, qui dit qu'il est important de dépassionner le débat politique. Votre réaction, votre commentaire? Il faut saluer cette déclaration, comme il faut saluer la démarche de l'ensemble des hommes de foi, donc des chefs religieux, qui ont entamé des démarches pour expliquer à l'ensemble des acteurs du monde politique que nous n'avons pas besoin de nous faire peur, que nous n'avons pas besoin d'utiliser la violence. Ce n'est pas sénégalais. Nous avons juste besoin de convaincre des citoyens qui sont quand même assez matures. Je pense que l'histoire politique du Sénégal doit faire comprendre à l'ensemble de la classe politique que le peuple sénégalais est en avance sur eux. Je pèse bien mes mots, je suis maire, donc je me sens politique. Le peuple sénégalais est en avance sur nous. Il faut qu'on le comprenne. Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils décident. On doit leur faire confiance. Essayons de les convaincre par des programmes, mais plutôt que être là à attiser le feu. Parce que ce qui se passe dans d'autres pays, c'est possible que ça se passe au Sénégal si on laisse cette situation perdurer. Et ça, je pense que c'est à nous tous de le comprendre. Oui. Chacun a le droit de pouvoir aspirer à diriger un pays, aspirer à diriger une mairie ou siéger à l'Assemblée nationale. Mais c'est à force de convaincre et non pas de contraindre ou d'utiliser de l'arme des faibles qui est la violence. Un peuple sénégalais qui veut la CAN aussi. Qui la veut fortement. Oui. Mais je dis au peuple sénégalais qu'ils ont en face d'eux une fédération qui la veut plus que tout le monde, un entraîneur qui le veut plus que tout le monde, une génération de joueurs qui la veut plus que tout le monde parce qu'elle sait qu'elle a une chance que beaucoup de ses dévancières n'ont pas eu et qu'elle va se donner les moyens de gagner cette CAN pour le Sénégal et pourquoi pas enchaîner plusieurs CAN, retourner en Coupe du Monde. Parce que l'autre objectif dont on ne parle pas et pour laquelle moi j'estime que ce n'est pas une ambition démesurée, nous devons pouvoir être la première équipe africaine à accéder en demi-finale de Coupe du Monde. Et peut-être pourquoi pas dès la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Merci Augustin Senghor, Merci président beaucoup. de la Fédération sénégalaise de football. Il était l'invité de ce jury du dimanche. Présentation Mahmoud Ibra Kane avec l'aide de Babacar Ndaoufaï, rédacteur en chef chargé des sports du groupe E-Media. Réseaux sociaux Biram Pouy Fatima Taba. Réalisation de cette émission Babacar Ndiaye et Serigne Saliou Dem et toute l'équipe technique. Babacar Fall et Pape Doudou Diallo pour le site emedia.sn. Merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année 2022 puisque c'est le dernier numéro de l'année 2021. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.